Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la France est victorieuse. Mais à quel prix? Sur son propre sol ont eu lieu les batailles les plus terribles de son histoire. Près de 1,7 million d'hommes sont morts, civils et militaires confondus, et près de 4,3 millions de soldats ont été blessés. Sans oublier que c'est près de 30% des 18-27 ans qui ne reviendront jamais chez eux. Pour ne plus jamais revivre l'horreur des combats, la France va se lancer dans un immense chantier. Sur près de 1700 km, de la mer du Nord jusqu'à la Corse, elle va construire l'une des plus grandes lignes de défense et de fortification au monde, qu'elle surnommera la ligne Maginot et qui avait pour devise « On ne passe pas ». Salut à tous, c'est Descartes24 pour l'équipe des Historateurs. Comme vous l'avez compris, je vais vous parler de la célèbre ligne Maginot. Mais qu'est-ce qui a pu vraiment pousser les Français à construire cette gigantesque ligne de défense? Pour le savoir, on va d'abord revenir sur sa conception. Pour comprendre tout ça, il faut revenir en 1919 et aux conséquences directes de la Première Guerre mondiale. La France récupère l'Alsace et la Lorraine. Il faut alors protéger ces nouvelles régions qui ne le sont pas encore. Les forts qui protégeaient l'ancienne frontière sont obsolètes et loin de la nouvelle frontière. De plus, il y a un déséquilibre très important entre les populations allemandes, 80 millions d'habitants, et françaises, 40 millions d'habitants. Les militaires ont aussi peur qu'à partir de 1935 apparaissent des classes creuses, c'est-à-dire des contingents de soldats beaucoup moins nombreux suite à la baisse des naissances liée aux terribles pertes de la Première Guerre mondiale. Une des autres raisons, c'est que par 2 fois, la France s'était fait surprendre par une invasion allemande et les batailles avaient eu lieu au cœur de son territoire. Et surtout, après l'hécatombe de 14-18, on veut sauvegarder des vies. La France a également besoin de plusieurs semaines pour mobiliser ses troupes en cas de guerre. On cherche donc à créer un système de défense permanent capable de retarder l'ennemi, mais qui ait aussi une forte qualité dissuasive. Un peu comme aujourd'hui, on a l'arme atomique qui est censée dissuader les autres de nous attaquer. L'état-major va donc étudier ce problème, et les 3 maréchaux qui ont commandé les armées en chef durant la Première Guerre mondiale, le maréchal Pétain, Joffre et Foch, vont s'opposer à travers leurs idées de la défense du territoire. Une commission de défense des frontières va donc être créée pour poser les grandes bases de ce projet et être placée sous l'autorité d'un certain général Guillaume. En fin d'année 1925, le Conseil supérieur de la guerre se réunit, va examiner le rapport d'étude et décider de la création d'un système discontinu de régions fortifiées. En 1927, la CORF, la Commission d'organisation des régions fortifiées, est créée. Cette organisation est très importante car c'est elle qui va planifier la construction complète de la ligne Maginot. Les discussions sur l'organisation de cette ligne vont d'ailleurs se poursuivre jusqu'en 1929, et cette année-là, le ministre de la guerre, Paul Painlevé, va faire approuver en Conseil des ministres l'organisation qui est proposée par la CORF. Toujours dans la même année, André Maginot va succéder à Paul Painlevé au ministère de la guerre. Le 14 janvier 1930, il va réussir à faire voter au Parlement une loi de financement de 3 milliards de francs pour la construction d'une nouvelle ligne de défense quasi continue le long des frontières,
qui portera bientôt son nom sans qu'il le sache. En effet, André Maginot va mourir en 1932 et la presse, au fil des semaines, va renommer cette ligne de défense la ligne Maginot. Mais pour qu'une telle loi soit votée, la CORF a dû dès le début compresser au maximum le budget et les dépenses, surtout après le passage de la terrible crise de 1929. Ainsi, certains projets vont être classés en première urgence et vont être réalisés tout de suite, mais d'autres vont être classés en seconde urgence et ne seront jamais réalisés. Le programme final prévoit 2 régions fortifiées principales, celle de Metz et de la Lauter, un ensemble de lignes de casemates le long du Rhin, des barrages solides dans les Alpes face à un ennemi italien qui s'est fait menaçant dès le début des années 20, et quelques fortifications éparses dans le nord, la Belgique neutre ayant refusé que la ligne se développe le long de sa frontière. Le tout était censé être achevé avant 1935. On est bien loin des programmes initiaux qui voyaient se fortifier une bonne partie de la frontière. Seul le secteur fortifié de Thionville, en amont de Metz, sera réalisé selon les plans initiaux. La ligne Maginot, ce n'est pas seulement une ligne droite de casemates avec des canons. C'est un système de défense en profondeur qui va s'étaler jusqu'à 20 km derrière la frontière et qui va être constitué d'un ensemble de structures d'alerte, de combat, de soutien, de transmission et de défense. On trouve ainsi de la frontière jusqu'aux arrières, des postes frontières pour donner l'alerte, des points d'appui et des avant-postes à environ 5 km de la frontière, puis à 10 km, c'est la LPR, la ligne principale de résistance, qui est précédée de lignes de barbelés ainsi que d'un obstacle anti-char. Sur cette ligne principale, on trouve 3 types d'ouvrages. Des casemates d'infanterie, qui ont un équipage de 20 à 30 hommes, qui comprennent un armement de mitrailleuses et de canons anti-chars, qui s'étalent le plus souvent sur 2 étages, avec un étage dédié au combat et un autre étage dédié à la vie de la troupe. Il y a aussi sur cette ligne des petits ouvrages d'infanterie, qui ont un équipage d'environ 100 à 200 hommes. Ils sont constitués de plusieurs casemates que l'on appelle des blocs de combat, reliés entre eux par des galeries souterraines sur lesquelles se greffent des locaux de logement et de services, ventilation, cuisine, transmission, centrale électrique, à environ 30 mètres sous terre. Puis enfin, ce sont les gros ouvrages d'artillerie qui sont le pilier de tout ce système. Leur équipage va de 500 à 1000 hommes. Ce sont les plus solides, les plus gros et les plus puissamment armés. Des tourelles avec des canons de 75, 81 ou 135 mm. Ils se composent en général de 2 entrées, une entrée homme et une entrée munitions, et d'une multitude de blocs de combat. Le tout relié par un réseau de galeries pouvant atteindre jusqu'à plusieurs kilomètres, équipés de voies ferrées souterraines et d'importantes installations de service, comme des centrales électriques avec plusieurs groupes électrogènes, des monts de charge, des systèmes d'alimentation et de distribution d'eau, des filtres à air et des systèmes de communication, ainsi que d'autres installations. Comme pour la majorité des ouvrages, les entrées et les blocs sont protégés par du béton armé pouvant aller jusqu'à 3,50 m d'épaisseur. Le tout entièrement électrisé, parfaitement autonome et enterré jusqu'à 30 mètres sous terre, voire plus. À tout ce système s'ajoute un réseau téléphonique enterré, des abris d'intervalle, c'est-à-dire des véritables casernes sous béton, des observatoires, qui sont les yeux de la ligne fortifiée, mais aussi des zones d'inondation défensive si le terrain le permet, des casernements de temps de paix, ainsi que des entrepôts et des dépôts de munitions qui sont reliés par un réseau de voies ferrées aux gros ouvrages pour les ravitailler. On peut aussi compter de très nombreux petits bunkers, des casemates, des blocos qui vont être construits par la main-d'œuvre militaire ou par les services du génie en dehors des constructions de la CORF pour continuer à fortifier ou améliorer les constructions existantes. Véritable bijou technologique de l'époque, la ligne Maginot est ainsi le summum de l'architecture militaire française. Avant même l'octroiement des crédits, certains ouvrages de la ligne Maginot vont être commencés dès 1928-1929, notamment les gros ouvrages du Horwald et du Hackenberg en Moselle et en Alsace, mais aussi les ouvrages des Alpes face à un ennemi italien qui s'est fait menaçant dès les années 20 et qui est bien plus menaçant que l'Allemagne à cette époque-là. En 1930, dès que la loi pour les crédits de la ligne Maginot est votée, l'essentiel des chantiers décidés par la CORF vont être débutés. Les travaux vont durer jusqu'en 1935-36. Au cours de ces 7 années, la partie principale de la ligne Maginot, telle que prévue par la CORF, est réalisée, mais toujours très loin de ce qui était prévu au départ pour des raisons d'économie. En 1934, la situation politique va s'aggraver et entraîner une reprise des activités de la CORF.
En effet, la Sarre a voté son rattachement à l'Allemagne, laissant ainsi un vide dans la ligne Maginot qui n'était pas fortifiée à cet endroit. Les nouvelles constructions vont donc protéger le plateau sarrois, qui sera constitué d'une grande zone d'inondation défensive que l'on surnommera bien des années plus tard la ligne Maginot aquatique, mais aussi la tête de pont de Montmédy et la région de Maubeuge. Mais cette reprise se fera pratiquement sans artillerie. Les ouvrages et les casemates construits durant cette période porteront le nom de type Nouveau Front. Vers 1936, l'essentiel de la muraille de France est presque terminé. Ce sont ainsi 58 ouvrages importants qui ont été réalisés dans le nord-est, dont 22 avec artillerie, 50 dans les Alpes, dont aussi 22 avec artillerie, soit un total de 108 ouvrages et plus de 400 casemates d'infanterie et d'abris. Cependant, la situation internationale s'aggrave et à partir de 1935, les constructions vont se multiplier pour essayer de couvrir toute la frontière sur les zones qui sont mal couvertes. Mais ces constructions vont être confiées au commandement des régions militaires et ne se termineront qu'avec l'armistice de 1940. Les blocos construits dans cette période vont alors être de formes totalement diverses. Les épaisseurs de béton vont varier, l'armement va être différent et beaucoup d'ouvrages ne seront jamais achevés ou même non fournis en équipement au 10 mai 40. C'est ainsi que tous les endroits non couverts ou mal couverts initialement, à savoir de Dunkerque à Sedan, les intervalles de nombreux ouvrages, la frontière du Jura face à la Suisse, vont se couvrir de plusieurs milliers de petits blocos peu solides. Les économies seront ainsi réalisées au détriment de la qualité et aucun gros ouvrage ne sera mis en chantier durant cette période. La ligne Maginot s'étend ainsi de la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée, mais aussi en Corse et, chose méconnue, en Tunisie sous le nom de ligne Marette face à la Libye italienne. En 1940, la ligne Maginot est prête au combat, mais elle reste inachevée. De nombreuses constructions n'ont pas été finalisées et certains secteurs restent très mal couverts. On estime la réalisation de la ligne à 50% de ce qui avait été planifié initialement. Cependant, pour booster le moral des troupes et de la population, mais surtout pour servir de dissuasion face à l'ennemi, la propagande va œuvrer. Des schémas fantaisistes vont être réalisés. Des films sur la ligne Maginot vont être tournés, notamment par les Britanniques. Elle devient la plus grande fortification jamais construite. La muraille de France qui était infranchissable. Along 600 miles of her eastern frontier, from Switzerland to the North Sea, France for the last 8 years has been building the mightiest defenses the world has ever seen. A full rehearsal of what France would do if she were attacked from the east. Bien entendu, certaines scènes sont trompeuses, comme le train qui transporte les troupes dans les souterrains qui étaient en réalité réservés aux munitions, ou encore ces images tournées dans un fort possédant des impressionnantes tourelles avec des canons longs, qui sont en réalité des vieux forts allemands qui entourent la ville de Metz, située à plus de 30 km de la ligne Maginot. Mais les manœuvres de ces canons sont très impressionnantes et sont du pain béni pour la propagande qui veut faire entrer dans tous les esprits l'idée que la ligne Maginot est invincible. Sur ces points les plus fortifiés, elle reste effectivement très difficile à franchir sans engager de très gros moyens d'artillerie et d'infanterie. Cependant, sur les secteurs mal couverts ou qui ont subi de grosses économies, la réalité est tout autre et la sanction sera lourde. Au 10 mai 1940, la ligne Maginot est à son apogée. 2 millions de mètres cubes de béton ont été coulés et 150 000 tonnes d'acier ont été posées. L'heure de vérité est là. Dans son projet d'origine, la ligne Maginot désigne la Belgique comme voie d'invasion possible pour la France. Tout reposait sur le fait que les Allemands n'allaient pas attaquer de front le secteur nord-est, qui est le plus puissant de la ligne Maginot, mais passent par ailleurs. En 1939, l'état-major français prévoit ainsi 2 théories d'invasion allemande avec des plans conséquents. L'hypothèse d'une invasion par la Suisse avec une attaque conjointe italienne et l'hypothèse d'une invasion par la Belgique. Cependant, c'est l'hypothèse belge qui est retenue en priorité, et les Français mettent en place 2 plans. Le premier, le plan Escaut, et le deuxième, le plan qui s'appellera Dil-Breda. La stratégie est de stopper l'armée allemande en Belgique et aux Pays-Bas, en cas d'agression de ces pays, le long d'une ligne de défense qui suit pour partie la rivière Dil en Belgique. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. En août 1939, avant même la déclaration de guerre, la ligne Maginot est mise en alerte rapidement. Durant les événements de Pologne, elle va permettre la fermeture de la frontière et la mobilisation des troupes en toute sécurité. Ce rôle sera rempli à la mi-septembre et l'armée française va même lancer une timide offensive en Sarre, en Allemagne, en septembre 1939.
Cependant, les troupes vont très vite revenir se terrer derrière la ligne Maginot. Et durant les prochains mois, Français et Britanniques vont attendre patiemment derrière les frontières. C'est la drôle de guerre. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried. Pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried. À nous le beau linge blanc. À cette occasion, la ligne Maginot devient une véritable attraction touristique visitée par de nombreuses personnalités et journalistes, dont le roi d'Angleterre et Winston Churchill. Personne ne doute en la victoire de la France en voyant cette formidable ligne avec ses puissants blocs, ses kilomètres de galeries et ses avancées technologiques. L'idée que la ligne Maginot est invincible est désormais dans toutes les têtes. Pendant tout ce temps, les soldats vont s'atteler à améliorer leur position. On coule du béton pour créer de petits blocs, on pose du barbelé, des rails anti-chars, etc. en lieu et place de s'entraîner véritablement. Mais tout prend fin le 10 mai 1940. L'Allemagne envahit la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Et contrairement aux idées reçues, l'armée française n'est pas du tout surprise. L'Allemagne fait exactement ce que l'état-major français avait prévu. La ligne Maginot vient donc de remplir son rôle, empêcher une attaque frontale de l'Alsace-Lorraine et forcer les Allemands à passer par la Belgique conformément au plan français. Les meilleures troupes franco-britanniques s'avancent donc en Belgique selon le plan d'Il-Breda pour stopper les Allemands et créer une ligne de défense. Mais le plan des Allemands, le Fall Gelb, était tout autre. Le plus gros de leurs forces n'était pas en plein centre de la Belgique, mais dans les Ardennes, prêts à attaquer un des secteurs les moins bien gardés et fortifiés de la ligne Maginot. La forêt des Ardennes, qui avait été qualifiée avant-guerre d'infranchissable pour les blindés par le maréchal Pétain. Mais entre le 13 et le 15 mai, les blindés allemands traversent la forêt des Ardennes contre toute attente. Le 16 mai, la fine ligne de blocos du secteur est rompue. La ligne Maginot, ou plutôt ce secteur mal défendu, vient d'être percée malgré la résistance de quelques blocos et maisons fortes. À partir de ce moment-là, les Allemands vont foncer vers la mer du Nord et vont prendre progressivement tous les blocos et les ouvrages du secteur à revers, malgré une résistance assez intense sur certains secteurs. Pendant ce temps, les troupes françaises du Nord en Belgique sont encerclées et se replient vers Dunkerque. Il en va de même pour tous les équipages des fortifications du Nord, les petits ouvrages de Maubeuge résisteront tant bien que mal avant de tomber ruinés par les obus et les bombardements des Stuka. C'est dans ce contexte que va se jouer un événement dramatique sur la ligne Maginot. À cause du repli des troupes du secteur face à l'avancée allemande, le petit ouvrage de la Ferté, au sud des Ardennes, se retrouve en première ligne et isolé. En limite de portée des canons de l'ouvrage d'artillerie le plus proche, l'ouvrage du Chesnois, les Allemands vont prendre à partie ce petit ouvrage constitué de seulement 2 blocs d'infanterie à partir du 16 mai. Après la destruction à l'explosif de sa tourelle pour 2 armes mixtes, puis la neutralisation successive d'une partie de ses cloches, l'équipage, noyé dans un torrent de fumigène, d'explosions et d'incendies, reflue vers la galerie souterraine et quitte progressivement les blocs de combat. Face à la situation, le lieutenant Bourguignon demande à son état-major s'il peut quitter l'ouvrage. Ce dernier refuse. Au matin du 19 mai, de la fumée s'échappe de l'ouvrage. L'équipage complet, 107 hommes, est mort asphyxié au fond de la galerie. C'est le seul ouvrage Maginot qui sera perdu avec sa garnison anéantie. Pendant ce temps-là, en Alsace-Lorraine, hormis une pression accentuée sur la frontière et des duels d'artillerie, le front est plutôt calme. Les Allemands sont occupés à réduire la poche de Dunkerque. Alors qu'une partie des soldats français et presque tout le corps expéditionnaire britannique encerclé à Dunkerque parviennent à être sauvés in extremis par voie navale, le reste des armées allemandes va se retourner contre les dernières armées françaises dès le 4 juin sur la Somme et sur l'Aisne, et également sur le front de Champagne. L'état-major français ordonne alors le repli de toutes les troupes du nord-est pour éviter l'encerclement. Les premiers ouvrages au nord de la Lorraine, près de Montmédy, sont évacués et sabotés selon les consignes entre le 11 et le 13 juin. Le 13 toujours, l'ordre de repli général de toutes les troupes de la ligne Maginot est donné. Les troupes des intervalles doivent évacuer en premier le 15 juin, couvertes par les ouvrages, puis ensuite les équipages des ouvrages sont censés les saboter puis les quitter à leur tour. Durant toute cette période, l'état-major ne cesse de prélever plein d'unités sur la ligne Maginot pour les envoyer vers le sud ou vers l'ouest avec de faibles moyens motorisés pour tenter d'endiguer la progression allemande. Dans le même temps, le 14 juin, alors que les Allemands défilent sur les Champs-Élysées à Paris, Hitler ordonne à l'armée allemande
d'attaquer frontalement la ligne Maginot sur ses secteurs les moins fortifiés. Les Allemands décident d'attaquer le secteur de la Sarre. Ce secteur de la ligne Maginot est appelé la ligne Maginot aquatique. Il y a peu de fortifications, mais de nombreuses inondations défensives. C'est l'opération Tiger. Alors qu'ils sont pourtant en supériorité numérique écrasante, les Allemands sont arrêtés toute la journée par les défenseurs français et au soir du 14 n'ont conquis que de petits bouts de terrain pour un prix sanglant. Mais le 15, l'ordre de repli général tient toujours. Les troupes évacuent donc le secteur et les Allemands peuvent enfin enfoncer la ligne Maginot pour arriver sur les arrières des secteurs les plus fortifiés. Le 15 juin, ils attaquent sur le Rhin à hauteur de Neuf-Brisach, Schönau, Limbourg et Rhinau. C'est l'opération Kleinbert. Et malgré une résistance acharnée des Français pendant 2 jours qui sont pourtant en sous-effectif, les lignes de casemates seront percées. Le 17 juin, les blindés de Guderian arrivent dans le Jura et remontent vers Belfort. Alors que l'ensemble des armées du Nord-Est est encerclé en Lorraine et dans les Vosges, l'ordre d'évacuer les casemates et les ouvrages est annulé à cause de l'arrivée de l'ennemi par derrière. Le 19 juin, les Allemands attaquent le secteur fortifié des Vosges et percent la ligne de blocos et de casemates. D'abord soutenus par l'artillerie de forteresse dans un premier temps, ils tomberont les uns après les autres lorsque les lignes téléphoniques vont être coupées par les bombardements. Ils arrivent de ce fait sur les arrières des autres ouvrages. Certains ouvrages ne possédant pas d'artillerie et ne pouvant être supportés vont ainsi tomber progressivement après l'arrivée des Allemands à revers par le secteur de la Sarre. C'est ainsi qu'après d'intenses combats, les ouvrages du Bambèche et du Kerfan se rendent dans le secteur fortifié de Folquemont, ainsi que les ouvrages du Haut-Poirier et du Welchow dans le secteur fortifié de Rohrbach. Le 22 juin, l'armistice est signé et le cessez-le-feu est porté le 25 juin à minuit 35. Durant cette période, les ouvrages combattent encore. Jusqu'au 25 juin, date de cessez-le-feu, tout le reste des ouvrages de la ligne Maginot, c'est-à-dire les secteurs les plus fortifiés ou couverts par l'artillerie de forteresse, ont résisté aux Allemands malgré de gros moyens déployés pour les faire taire. Les Allemands auront tenté de mener de grosses offensives contre certains forts qui se révéleront être des échecs très sanglants et des cuisantes défaites. En Alsace du Nord par exemple, mais aussi dans le secteur de Boulay ou dans le secteur de Longuyon. Parfois même à renfort de moyens hallucinants, comme l'emploi d'un canon de 420 mm contre l'ouvrage du Schönenbourg en Alsace, qui terminera pourtant la guerre avec tous ses moyens opérationnels. À partir du 25 juin, les négociations vont avoir lieu pour la reddition des forts, dans un contexte très difficile, les communications étant coupées et les gros ouvrages Maginot toujours aux mains des Français. Mais l'armistice a été signé et les conditions stipulent dans l'article 4 la livraison des ouvrages intacts aux Allemands et le départ en captivité des équipages. Ainsi, certains ouvrages vont offrir leur reddition entre le 28 juin et le 1er juillet, soit plus de 5 jours après la fin du cessez-le-feu et seulement sur la venue de 3 émissaires du haut commandement français. Du côté des Alpes, c'est une toute autre histoire. Les Italiens n'ont déclaré la guerre à la France que le 10 juin 1940, alors que la France était déjà à genoux, mais ne débuteront leur offensive que le 20 juin 1940. Du 20 au 25 juin, c'est une armée italienne bien supérieure en nombre qui va s'élancer à l'assaut de la ligne Maginot des Alpes. Mais ici, les défenseurs français tiendront bon, et jusqu'au bout. Les Italiens sont mal équipés, peu entraînés, et les conditions météo ne sont pas bonnes. Sur toute la ligne Maginot des Alpes, c'est seulement un petit avant-poste qui va tomber aux mains des Italiens qui subissent partout ailleurs de grosses et de terribles pertes. La ligne Maginot joue ici pleinement son rôle malgré le combat sur 2 fronts avec l'arrivée des Allemands par le Rhône. Les défenseurs de cette zone vont alors réaliser l'exploit de bloquer et les Italiens sur les Alpes et les Allemands de l'autre côté sur le Rhône en les empêchant de rentrer dans la ville de Grenoble. Malheureusement, ici comme ailleurs, à l'armistice, les ouvrages doivent être remis aux Italiens malgré cette victoire défensive peu connue des Français. Côté nord-est, ce sont ainsi 25 000 hommes invaincus de la ligne Maginot qui partiront en captivité en Allemagne durant toute la guerre. Cependant, pour la ligne Maginot, son histoire n'est toujours pas finie.
À partir de juillet 1940, les ouvrages sont remis aux Allemands. C'est à présent eux qui vont faire du véritable tourisme sur la ligne Maginot avec des visites de tous les forts et de très nombreux clichés photos de cette période vont être réalisés. La ligne Maginot est étudiée par l'occupant dans un premier temps afin de préparer leur future campagne. Dans les mois et les années suivantes, les armes légères seront démontées et stockées, les munitions enlevées et certaines casemates et ouvrages seront théâtre d'expérimentation à l'explosif et à la charge creuse. L'organisation des fortifications allemandes, Todt, va commencer à ferrailler complètement certains ouvrages dans le secteur de Maubeuge et de Montmédy, mais la complexité et le surcoût immense de la tâche les fera abandonner ce genre d'opération. En 1943 et 1944, de nombreux matériels vont être prélevés sur la ligne Maginot, notamment pour la construction du mur de l'Atlantique. Durant ces années-là, de nombreux ouvrages vont voir leur casernement être convertis pour être utilisés à des fins très diverses. Usines de production d'armement, de stockage ou même des bureaux, étant ainsi mieux protégés des bombardements alliés. Le 6 juin 1944, les Américains débarquent en France et les Allemands vont commencer à perdre du terrain. Lors de l'avancée américaine en Lorraine, les Allemands vont réutiliser les vieux forts de Metz et de Thionville ainsi que de gros ouvrages de la ligne Maginot pour ralentir les Américains. On peut citer le Hackenberg près de Thionville, dont l'un des blocs sera attaqué frontalement par les Américains et percé en un jour, ainsi que les ouvrages du Simserhof et du Schissek qui empêchent la prise de Bitche par les Américains. Après un plan de bataille long et minutieux, les Américains passent à l'assaut le 16 décembre 1944. Ils vont pilonner les blocs de l'ouvrage du Simserhof pour le réduire au silence et iront jusqu'à combattre dans les galeries de l'ouvrage du Schissek pour le neutraliser. Avant de s'élancer à l'assaut de la ligne Siegfried en Allemagne, les Américains vont à leur tour se servir de la ligne Maginot comme cobaye pour tester leur armement contre le béton et le blindage des fortifications. Lors de leur repli final, les Allemands n'hésiteront pas à dynamiter des secteurs entiers pour interdire toute réutilisation éventuelle, notamment les casemates en Alsace du Nord et les blocs de l'ouvrage du Horwald. À partir de mars 1945, la totalité de la ligne Maginot, ou de ce qu'il en reste, est désormais sous contrôle allié. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule sans condition. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et la fin de la guerre pour la ligne Maginot. Mais son histoire n'est toujours pas terminée. Après 1945, la ligne est dans un état catastrophique. Partiellement détruite, pillée, saccagée. Tous les ouvrages du nord de la France, ceux ferraillés par les Allemands, ainsi que les casemates le long du Rhin, sont inutilisables. Et même sur les ouvrages encore accessibles, l'essentiel de l'armement et de l'équipement manquent à l'appel. Cependant, dans les Alpes, le constat est moins grave. L'armement est certes manquant, mais les ouvrages sont relativement en bon état. Dans un premier temps, le gouvernement français va faire un inventaire complet durant les années 45-46 de tout ce qu'il reste de la ligne Maginot, et l'armée va commencer à réparer avec les moyens du bord pour refaire fonctionner certaines tourelles et armements. En 1949, dans le contexte politique de la guerre froide, l'OTAN est créée et la France fait partie des pays fondateurs. La France se met alors à imaginer qu'en cas d'invasion soviétique, il fallait pouvoir arrêter, voire ralentir l'ennemi suffisamment pour attendre l'arrivée des renforts américains. Un contexte qui rappelle les débats d'avant-guerre. L'État français décide alors de réactiver la ligne Maginot et de la rénover sur ses points les plus viables malgré l'état très discutable de la ligne sur certains endroits. Une bonne partie du secteur nord-est est concernée, répartie en 3 môles autour de Thionville, Bitche et Haguenau, ainsi que le secteur des Alpes. Le secteur du nord de la ligne est laissé en l'état, complètement ruiné, et le secteur des casemates du Rhin sera à peine rénové. La CTF, la Commission technique des fortifications, est alors créée pour mettre en œuvre ces remises en état, voire les rénovations à entreprendre. Début 1951, un budget de 2 milliards de francs est voté pour les années suivantes, dans un contexte général défensif avec les blocs ouest et est durant la guerre froide. La France imagine alors la ligne Maginot comme une ligne d'arrêt à un champ de bataille qui se situerait en Allemagne de l'Ouest. Cependant, l'OTAN n'est pas vraiment intéressée par ce projet. Les réparations vont bon train. Comme l'armement est manquant, la production de certaines pièces est relancée. Des blocs sont rebétonnés, des réseaux téléphoniques et des systèmes électriques réparés et partiellement modernisés.
Une étude sera même réalisée pour moderniser complètement la ligne Maginot. En effet, l'armement, datant des années 30, est complètement obsolète en 1950. On veut prendre en compte tous les nouveaux types d'armement, dont l'arme atomique. On envisage même de remplacer les canons de 75 mm par des canons de 105 mm, les canons de 47 anti-chars contre d'autres canons allemands de prise, etc. Mais au final, la tâche sera trop importante à réaliser et trop compliquée dans un contexte militaire qui ne fait que d'évoluer. Vers la fin des années 50, les crédits alloués à la réparation des fortifications vont diminuer de plus en plus, même si pourtant, en parallèle, de nombreuses réparations ont déjà été effectuées et que des ouvrages entiers sont opérationnels. Du côté du Rhin, la construction du canal d'Alsace et la rectification des berges va voir la grande majorité des casemates à proximité du fleuve être détruites ou disparaître. Mais tout prend fin en 1960. La France effectue les premiers tests de sa bombe nucléaire et accède donc au rang de puissance nucléaire. L'État cesse dès lors d'accorder des crédits pour la fortification. La ligne Maginot est désormais devenue inutile aux yeux de l'état-major, la France pouvant se servir de la dissuasion nucléaire. Cependant, les ouvrages restent entretenus un minimum. Certains d'entre eux vont être ainsi réutilisés par l'OTAN ou utilisés même comme station radar par l'armée de l'air. La France va même alors proposer à l'OTAN donc convertir certains en PC, poste de commandement, sans que l'OTAN ne se montre vraiment intéressé encore une fois par le projet. A noter que les dessous de certains ouvrages sont déjà utilisés alors dans le cadre de l'OTAN. Dans le secteur de Bitche, l'armée maintiendra durant de nombreuses années, au profit d'élèves officiers du génie, un conservatoire de la ligne Maginot où casemates, abris et ouvrages seront encore entretenus. Dans le civil, on se met à imaginer de pouvoir utiliser la ligne Maginot pour abriter la population en cas d'attaque nucléaire. Des études seront même réalisées dans ce sens. Mais en 1966, c'est la fin. Et enfin, la volonté de la France de disposer d'elle-même, ce qui est indispensable pour qu'elle croie à son propre rôle et pour qu'elle puisse être utile aux autres. Cette volonté de la France est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. La France annonce son retrait de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. À partir de ce moment-là, et sauf exception ou réutilisation ultérieure par l'armée, l'entretien va être cessé dans la majorité des ouvrages de la ligne Maginot. Ainsi, dès les années 70, la majorité des casemates et plus tard des petits ouvrages vont être déclassés du domaine militaire et subir des sorts divers et variés. La plupart vont être vendus aux enchères. On assistera d'ailleurs à des scènes hallucinantes avec les acheteurs venant du monde entier pour pouvoir s'offrir un petit bunker ou une petite casemate. Le jeudi 25 novembre 1971 à 15h au Messe Salle des Fêtes, il sera procédé à la vente en 4 lots sans adjudication préparatoire des immeubles ci-après désignés. Lot numéro 2, immeuble dépendant de la ligne Maginot, est dénommé Casemate Est de la route d'Autange. D'autres seront cédés aux communes ou à des particuliers. Ces particuliers qui rachètent des casemates ou des petits bunkers vont en faire des usages très atypiques. Certains seront même reconvertis en habitation. Pourquoi achetez-vous cette casemate? Pour vacances, en été. En été, le pays vert, beautiful. Vous comptez transformer cette casemate? Ah oui, avec beaucoup de fantaisie. Je peintais en rouge, en bleu. Vous allez la peindre en rouge et en bleu? Oui, je regardais en été. Hein. Et dan petits arbres, et des fleurs, beaucoup de fleurs. Mais pour d'autres ouvrages, c'est un destin plus funeste qui les attend. Ainsi, certains petits ouvrages vont faire l'objet d'un ferraillage complet par une entreprise spécialisée mandatée justement par le particulier qui vient de les acquérir. Cependant, le coût exorbitant des opérations revenant plus cher que le gain final, seuls 4 ouvrages subiront ce sort. Pour les gros ouvrages, ceux-ci restent toujours dans le domaine militaire malgré leur état d'abandon. Il existe cependant des cas particuliers. Comme l'ouvrage du Horfald en Alsace qui va servir de base radar pour l'armée de l'air, tout comme son confrère du Mont Agel dans les Alpes. Dans les années 80, l'ouvrage de Rochonvillers, près du Luxembourg, est modernisé par l'armée française pour devenir un PC, un poste de commandement d'exercice de la première armée, et l'ouvrage voisin de Molvange servira de support et de dépôt. Ces ouvrages seront les seuls et uniques à avoir subi une réelle modernisation ou à avoir eu un réel intérêt militaire bien après 70.
Exception aussi du gros ouvrage du Kobenbusch près de Thionville qui est racheté par EDF pour la construction de la centrale nucléaire de Cattenom. En effet, les intérieurs de cet ouvrage vont être ennoyés pour la construction du lac qui servira pour le refroidissement de cette centrale nucléaire. Pour le reste des ouvrages restés militaires, certains seront loués à des entreprises qui en feront des champignonnières dans les années 70-80. Durant cette même période, l'ouvrage du Bréen sera confié à un organisme scientifique qui réalisera une étude complète sur la propagation du souffle dans ces galeries. Mais pour la majorité des autres ouvrages, c'est l'oubli et l'abandon, et leur état se détériorera avec les années, les pilleurs de métaux, les vandales et les affres du temps. Pour résumer, sur les 108 ouvrages ayant constitué la ligne Maginot, aujourd'hui, 85 sont à l'état d'abandon, quelques-uns sont toujours utilisés par l'armée à des fins diverses, et une quinzaine ont été repris par des associations de sauvegarde ou des organismes touristiques. Cet effort de valorisation commença d'ailleurs dès 1946 avec le petit ouvrage de la Ferté dans les Ardennes, avec des cérémonies de commémoration en l'hommage des combattants morts dans l'ouvrage en mai 1940. Il sera ainsi le premier site à ouvrir au public. À partir de 1971, suite au déclassement et à la vente de certains ouvrages et casemates, le petit ouvrage de Bambèche en Moselle et la casemate de Markolsheim dans le Bas-Rhin seront les premiers sites à ouvrir au public de manière régulière. Puis, en 1975, c'est le gros ouvrage du Hackenberg près de Thionville, l'un des plus gros de la ligne Maginot, qui ouvrira ses grilles au public, notamment avec une messe de minuit pour Noël. En 1977-78, les ouvrages du Fermont en Meurthe-et-Moselle et du Schönenbourg dans le Bas-Rhin vont sortir de l'oubli, et les années suivantes, ce sont d'autres sites qui vont commencer à être sauvegardés tout au long de la ligne Maginot. Ces diverses associations, avec l'aide parfois des anciens combattants ayant combattu sur place en 1940, vont ainsi tout mettre en œuvre pour faire revivre l'histoire méconnue et oubliée de la ligne Maginot. Ils vont au fur et à mesure rééquiper les ouvrages comme à l'origine, partager les témoignages de ceux qui y ont vécu et combattu avec un public de plus en plus nombreux au fil des années, et ainsi permettre à la ligne Maginot de ne pas sombrer dans l'oubli. Car n'oublions pas, comme le disait Churchill, un homme qui oublie son passé est condamné à le revivre. Cette vidéo sur la ligne Maginot est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée. Nous espérons qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nous rejoindre les Historateurs sur Facebook ou Instagram. Et nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour de prochaines vidéos historiques.